Chers amis et membres du Dialogue franco-russe, merci d'être si nombreux à nos côtés. Vous êtes 150 000 abonnés sur notre chaîne, mais ça ne veut pas dire pour autant que les dons augmentent. Et pour continuer et respecter le même rythme de l'année dernière, et voire faire plus, nous avons besoin de vous et de vos dons, et chaque montant est important, sachez-le. Vous allez retrouver nos coordonnées dans le descriptif sous chaque vidéo de la chaîne. Merci parce que sans vous, continuer ce dialogue, cette amitié franco-russe, c'est impossible. Merci. Bonjour Pat Tolstoy. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir trouvé le temps pour le dialogue franco-russe. Beaucoup parmi nos auditeurs ont demandé de refaire ce dialogue avec vous. On le fait aujourd'hui dans ce format un peu inhabituel pour nous, mais tant mieux. Vous êtes vice-président de la Duma, Parlement russe, un homme politique et ancien journaliste. On va essayer de parler de l'actualité internationale franco-russe et notamment les actualités concernant l'Ukraine aujourd'hui. On va commencer par les négociations russo-américaines et notamment aujourd'hui, il y a une énième négociation à Genève avec la participation de l'Ukraine. Dès le début, les avis sont très partagés. C'est-à-dire que, par exemple, si on lit les réseaux sociaux de Kirill Dmitriev, qui est le chef du fonds d'investissement russe, qui a été envoyé en tant que une personne représentant du Kremlin de la Russie aux États-Unis, il est très joyeux, très positif sur les réseaux. De l'autre côté, j'ai écouté l'interview de Sergei Lavrov la semaine dernière, qui était assez critique, qui a dit clairement que pour les États-Unis, leurs intérêts nationaux se trouvent partout dans le monde et ils sont pas prêts à renoncer à cette unipolarité du monde. Et pourtant, je l'ai interviewé il y a 3 mois, il était un petit peu plus positif que ça par rapport à cette négociation russo-américaine. Et qu'est-ce que vous pensez de cette négociation, de cette relation russo-américaine? Est-ce que c'est un bluff, c'est une farce ou c'est juste la communication? Non, c'est une tentative de renouveler, de restaurer une partie des relations qu'avaient la Russie et les États-Unis 10 ans ou 15 ans avant. Et donc, tous les négociateurs, tous les gens qui participent aux négociations sont toujours optimistes. Parce que sans optimisme, on ne peut pas vivre sur cette planète. Donc, c'est pour ça que M. Dmitriev, qui chargé du parti économique, des projets économiques avec les Américains, est toujours optimiste. Mais pour se rapprocher du côté économique, il faut résoudre plein de problèmes beaucoup plus difficiles, notamment la guerre en Ukraine, ou par exemple les questions de désarmement nucléaire qui sont aujourd'hui dans une situation difficile entre la Russie et les États-Unis. Les États-Unis, en fait, ils ont bien compris que l'histoire de la solidarité avec les Ukrainiens, l'histoire de Biden est perdue, comme la guerre en Ukraine est perdue pour l'Ukraine et les Européens. Donc, les États-Unis ont compris ça un peu avant et Trump, avec sa logique d'un businessman, a dit voilà, on va proposer aux Russes en deal sur l'Ukraine, en deal qui sera très très positif pour tout le monde, etc. Mais pour nous, si vous voulez, notre politique extérieure, c'est pas un deal quoi, parce que c'est une politique qui est basée sur la nécessité de la sécurité nationale pour la Russie, mais aussi sur la construction du monde multipolaire. Et c'est pour ça que M. Lavrov, il a été la semaine dernière au Parlement avec un grand discours là-dessus. Il a dit que, évidemment, pour nous, il est inadmissible la situation quand le monde est monopolaire et quand les États-Unis essayent de agir dans tous les parties du monde comme s'ils sont les maîtres du jeu. C'est pas vrai. Ils sont plus les maîtres du jeu.
Et donc, c'est pour ça que ces négociations, ça prendra du temps. Parallèlement, il faut dire aussi que les Ukrainiens, pour l'instant, ils n'ont pas encore prêt à, à, à comprendre des choses plus ou moins évidentes sur le conflit militaire. Donc, il faut encore du temps pour ça. À mon avis, il faut encore du temps pour trouver un compromis pour que les partis seront capables à trouver un compromis. Pourtant, les Européens, ce qui est marrant en fait, parce que les leaders européens qui ont dès le premier jour été contre la Russie, avec l'Ukraine, contre l'agression, etc., ils ont bien compris que la situation a complètement changé et ils essaient de trouver un moyen de communication après 20 paquets de sanctions contre la Russie, après les boycotts, après la rupture des relations, presque la rupture des relations diplomatiques, il essaie de trouver un moyen de communiquer avec les Russes. Donc, je peux dire que dans cette position d'aujourd'hui, l'Europe n'a aucune chance de communiquer avec les Russes parce que dans tous les discours publics des leaders européens, ils partent du fait que la Russie a perdu cette guerre et qu'il faut soutenir l'Ukraine, que la Russie va perdre, on va leur mettre sur le genou. Donc, avec cette rhétorique, il est impossible d'avoir les contacts ou avoir les discussions avec les Russes. Et à mon avis, c'est pas étonnant. Voilà. Donc, grosso modo, c'est un peu ça ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, ce qui concerne les négociations, il faut maintenir le dialogue qui a été organisé par les Américains, mais aussi avec les Américains. Il faut, pour nous, c'est une occasion de donner notre position sur le conflit et sur tout ce qui se passe dans le monde entier aux Américains. Ce qui est pas mal à mon avis, parce qu'il faut avoir un dialogue. Sans ça, on n'a qu'une chance de rétablir même une petite partie de confiance qu'on avait. D'accord, bah, supposons. Donc, ces négociations durent depuis plusieurs mois. Si les États-Unis voulaient vraiment, je sais pas, faire avancer les choses, ils auraient d'ailleurs coupé Starlink, mais là, Starlink est de nouveau de retour en Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais les Américains, ils ont leur idée d'agir le temps que la Russie est occupée et paralysée, comme ils disent, par le conflit ukrainien. Ils essaient de agir dans des autres théâtres de la politique mondiale, en Iran, en Groenland, je sais pas, en Canada, où ce qu'ils veulent. Donc, pour l'instant, c'est assez intéressant de cette idée de passer le temps dans les négociations et en même temps aider aux Ukrainiens de continuer la guerre. Donc, officiellement, les Américains, ils disent que non, 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 c'est l'Europe qui paye, et c'est les Européens qui payent l'armement américain pour les Ukrainiens. Je ne sais pas combien ça va durer, parce que, à mon avis, les Européens n'ont pas l'idée qu'ils sont capables de payer ça pendant 5 ans ou 10 ans. Ça, c'est sûr. Hein. Et donc, pour l'instant, la situation sur le front, la situation dans cette guerre, c'est plutôt la situation qui demande du temps. Donc, il faut encore 1 an, 2 ans pour que l'armée russe entre dans le Kiev ou prend l'Odessa, etc. Donc, ça prend du temps. On ne va pas faire des attaques cavaléristes pour ne pas risquer les vies de nos soldats et de nos officiers. Donc, les négociations, c'est très intéressant, à mon avis, mais il ne faut pas attendre le résultat comme ça qu'il arrive du jour à l'autre. Vous n'êtes pas d'accord avec un avis, d'ailleurs, que j'ai interviewé la semaine dernière, un ancien responsable au sein de la DGSE français, qui a dit de toute façon, Trump et Poutine se sont mis d'accord sur la fin de la guerre encore en Alaska. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Oui, oui, c'est ce qu'on appelle
les idées d'Anchorage qui les deux présidents ont discuté. Mais ils ont discuté ça, à mon avis, comme un schéma très vaste, quoi. Donc, il faut concrétiser des choses. Et dans cette concrétisation, il y a le rôle de pouvoir actuel de l'ex-Ukraine, il y a le rôle des Européens, et donc chacun joue son jeu. Les Européens encouragent Zelensky de continuer jusqu'au dernier Ukrainien. Et donc, nous, on va continuer jusqu'à ce que on n'attend pas les buts qui étaient déclarés au début de l'opération militaire spéciale. Donc, c'est dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. On va aller jusque-là, on ne va pas s'arrêter. Et pour nous, n'importe quelle présence sur le sol ukrainien des soldats européens, cela dit, c'est une guerre ouverte avec des représentants de l'armée de l'OTAN qui sera présent en Ukraine. Marc Rutte, d'ailleurs, en effet, secrétaire général de l'OTAN, a parlé récemment de déploiement de troupes de l'OTAN en Ukraine. Et c'est ce que vous dites. Et Bruxelles, selon Politico, aurait préparé une intégration accélérée de l'Ukraine dans l'Union européenne dès 2027. C'est un signal, c'est ton message à la Russie. Voilà, on se prépare à la guerre avec la Russie ou pas? Comment vous voyez ça, cette intégration Mais pour nous, l'idée de l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est une très bonne idée. À mon avis, ça fait déjà 15 ans que l'Europe doit subventionner l'Ukraine et il va continuer si l'Ukraine va devenir un nouveau membre de l'Union européenne. En plus, à mon avis, l'Union européenne traverse une période qui ressemble beaucoup à la période avant la fin de l'URSS. Donc, ils vont très bien adhérer l'Ukraine et finir avec l'Union européenne entière. Ça, c'est aussi possible. Mais par rapport aux pays des Balkans qui attendent leur tour à entrer dans l'Union européenne, c'est pas très constructif. Mais on verra bien. C'est le droit de l'Union européenne d'adhérer l'Ukraine ou je sais pas, Indonésie, c'est leur droit, c'est leur décision à eux. Par contre, ce qui concerne l'infrastructure militaire, la présence des militaires de l'OTAN, n'importe sous quel prétexte et sous quel drapeau, sur le sol ukrainien, au moment quand il y a la guerre là-bas, pour la Russie, c'est inadmissible. On a parlé beaucoup, je parle beaucoup de la Russie et de la France, mais il y a aussi l'Allemagne. Et l'Allemagne, en 2025, a dépensé énormément, donc son budget a triplé par rapport à tout pays européen pour sa défense. En fait, ils ont dépensé apparemment vers 2029, ils vont atteindre 189 milliards de dollars, juste les frais de la défense. Et également, elle envisage un retour à la conscription obligatoire si son armée ne peut pas attirer suffisamment de recrues volontaires. C'est encore une fois un message de la Russie parce qu'on a déjà entendu Merz plusieurs reprises dire qu'il faut se préparer, comme d'ailleurs le chef état-major français également. Est-ce que vous vraiment croyez que l'Allemagne, la France, se prépare réellement à la guerre contre la Russie? Et en Allemagne et en France, il y a des militaires qui, toute leur vie, se préparent à la guerre. Donc, c'est pas étonnant qu'ils font des déclarations comme ça. Moi, je crois pas que vraiment on a devant la guerre entre la Russie et l'Europe. Mais il y a beaucoup de politiciens européens qui aujourd'hui disent ça. Il y a le ministre de la Défense d'un tout petit pays balte, Estonie, qui dit qu'ils vont attaquer la Russie pour ne pas permettre aux Russes d'entrer sur le territoire de l'Estonie. Tandis que la mouche, par exemple, traverse l'Estonie pendant 2 heures et demie. Voilà. Donc, ce qui concerne l'Allemagne, c'est toujours un peu, à mon avis, aujourd'hui dans l'Europe, il y a toujours cette compétition entre
l'Allemagne qui se prépare et qui dépense beaucoup pour leur industrie militaire, Rheinmetall et les autres qui fournissent en Ukraine beaucoup d'armement, et la France qui fait des interventions de M. Macron très optimistes sur la construction de la sécurité européenne. Ni l'un ni l'autre ne sont pas capables de faire quoi que ce soit parce que, comme d'autres pays européens, vu la situation d'aujourd'hui et la situation autour du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ils ont perdu leur souveraineté, si vous voulez. Donc, ils peuvent rien décider. Ils sont pas capables, quand ils parlent de la guerre avec la Russie, ils vont mener cette guerre avec les Américains ou sans les Américains. Ils vont faire quoi? Ils vont attaquer la Russie ou ils vont attendre que le Poutine, un dictateur Poutine, arrive, je sais pas, jusqu'à l'Estonie. Tout ça, c'est l'hystérique, cette rhétorique un peu hystérique ces leaders européens qui prouvent qu'ils ne peuvent pas reculer dans leur russophobie qui dure déjà 4 ans, plus de 4 ans. Et que nous, il faut attendre que ces leaders seront remplacés par les autres, par les gens plus pragmatiques. D'ailleurs, en Allemagne aussi, il y a des partis politiques qui sont beaucoup plus populaires que le parti de M. Merz et qui ne prennent pas les positions si militarisées que M. Merz. Comment vous expliquez, vous dites que justement depuis 4 ans, ils ont pris cette position anti-russe, vous dites russophobe. Comment vous expliquez pourquoi, bon, ok, supposons menace russe, ça on l'attend depuis 4 ans. Mais c'est vrai, cette russophobie d'un côté et l'amour pour l'Ukraine de l'autre côté, on ferme les yeux surtout sur la corruption, sur le fait que cet État est vraiment économiquement était très faible dès le début par rapport à l'adhésion par exemple à l'Union européenne. Peu importe, il faut absolument aimer l'Ukraine et détester la Russie. C'est quoi la raison profonde selon vous? La raison profonde, c'est très clair, c'est déchirer la Russie en attirant l'Ukraine au sein de l'Europe. Ça, c'était la tâche depuis des siècles. Et donc, une fois, il a été presque réalisé. Mais c'est pas pour la première fois. L'Europe fait ça parce que au moment du conflit dans l'ex-Yougoslavie, les Croates étaient toujours des bons et les Serbes toujours des mauvais. Donc, dans les situations quand les élites européennes prennent une partie du conflit, ils y foncent jusqu'au bout, quoi. Pour eux, c'est des anges, les uns c'est des anges, les autres c'est des diables. Ça, on comprend. Et nous sommes, si c'est comme ça, alors on n'a pas la possibilité, comme les diables, comme les gens qui mangent les enfants le matin, on n'a pas la possibilité de discuter avec les politiciens français ou allemands qui assurent ça de l'écran de la télé. Comment on imagine ça? Qu'ils disent, voilà, les Russes sont les agresseurs sanglants et demain, ils sont à la table devant nous pour nous discuter le futur de l'Europe. Non, on ne va pas discuter avec vous le futur de l'Europe. Tandis que la Russie, je rappelle, peut-être il y a des gens qui ne réalisent pas que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. Il est plus grand que toute l'Union européenne ensemble. Donc, c'est pas les chiffres de PNB, mais c'est le territoire, c'est la population et c'est surtout la volonté de préserver les valeurs européennes telles qu'il était avant, pas avant l'arrivée de cette démoralisation dans l'Europe. Donc, vous inquiétez pas, nous on reste, on bouge pas, on reste avec notre Ukraine à nous et vous restez avec votre rhétorique russophobe pour 5 ans ou pour 10 ans. On attend, on a le temps devant nous, on se dépêche pas. Je précise quand même pour nos auditeurs qui ne sont pas du tout russophobes, plutôt russophiles, et qui, au contraire, demandent ce dialogue franco-russe. Nous recevons énormément de mails et de remarques, et d'ailleurs de messages à votre attention également. Merci Irina, et merci pour vos auditeurs. Moi, j'en suis sûr que en France, la plupart des gens comprennent vraiment l'histoire de ce conflit et l'histoire actuelle des relations entre la Russie et l'Europe, mais je ne peux pas agir autrement quand on me
demande sur les leaders de politique de l'Europe d'aujourd'hui, parce que ces gens-là, moi, j'ai connu une partie, c'est des gens qui avaient semblant d'être raisonnables jusqu'à un moment quand leur intérêt n'a pas retourné vers l'Ukraine dans ce compte. Mais justement, quel est l'intérêt? Parce que l'Europe, la France, j'ai parlé avec les experts français, envoie énormément de financement en Ukraine, parce que tout le système, il faut comprendre que tout le système, l'éducation, les hôpitaux, les fonctionnaires ukrainiens dépendent directement des subventions de tout cet argent qui va en Ukraine, d'ailleurs qui n'est pas contrôlé, mais c'est une autre question. Mais d'où vient l'intérêt? Est-ce que c'est vraiment une peur de la Russie ou, comme vous dites, c'est parce que leurs intérêts quoi, privés en Ukraine? Non, non, c'est à la fois l'intérêt géopolitique, c'est contre la Russie parce que les Russes, ils sont pas comme nous. Et alors, il faut qu'ils payent le prix parce qu'il y a Poutine, il y a tout, il y a ça. Et d'autre part, un intérêt, si vous voulez, économique, parce que acheter un pays comme l'Ukraine, qui avait avant la guerre et le potentiel industriel et les terres assez intéressants et une trentaine de millions de population qui aujourd'hui a déménagé d'une partie en Russie, d'une partie en Europe, donc c'était intéressant. Mais je vous signale que cette subventionnement de l'Ukraine de la part de l'Europe, cela dit, le résultat, c'est le prix d'électricité en France, la baisse de produits industriels en Allemagne, ça a des conséquences directes sur la vie quotidienne des Européens. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est pas que on prend cet argent de la poche de Monsieur Macron. Non, on prend cet argent de la poche des Français et des Allemands pour prendre cet argent. Il faut maintenir la haine contre la Russie. Il faut maintenir cette hystérie que la Russie va attaquer l'Europe demain, la guerre nucléaire. Donc, il faut maintenir la société dans des situations de la guerre verbale, si vous voulez. C'est ce qu'ils font aujourd'hui des leaders des pays de l'Europe occidentale. La France, le Royaume-Uni, la Suède, les Pays-Bas et l'Allemagne accusent la Russie d'avoir empoisonné Alexei Navalny avec une toxine rare. Et notamment, il y a une enquête européenne qui vient de sortir, apparemment, je dis. Aujourd'hui, la veuve de Monsieur Navalny se trouve à Paris. Elle doit rencontrer le chef de la diplomatie française. Que dites-vous, Piotr Tolstoï, à ces accusations? D'après ce que j'ai vu, c'est encore une fois en démarche anti-russe parce que cette enquête, soi-disant enquête, n'a pas ni les analyses précises ni les chiffres, n'a jamais été publiée. Donc c'est une déclaration politique que M. Navalny a été empoisonné par une toxine de grenouille sud-américaine. Évidemment, en Russie, on a beaucoup de toxines de grenouilles sud-américaines. Et donc, c'est une déclaration, mais au-dessus de cette déclaration, il n'y a rien. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est compréhensible que la femme de Navalny veut toujours maintenir ce thème-là, parce que là, il y a un déficit, si vous voulez, du feu anti-russe dans l'opinion publique, dans les news, dans la propagande occidentale. Donc, pour un peu approvisionner ce feu, il faut ramener des nouveaux faits sur l'empoisonnement de Navalny, par exemple. Là, après, moi, j'ai rien à dire parce que comme n'importe qui, comme tous les autres, j'ai jamais vu l'enquête. Donc, on n'a pas vu l'enquête que voulez-vous, que on croit à des paroles des ministres des Affaires étrangères de ce pays? Non, on les méprise. Que dites-vous par rapport à cette affaire Epstein Files? Bon, on a tout vu, ça fait des semaines, il y a vraiment beaucoup d'informations de toutes sortes, informations parfois pénibles à regarder et à lire. Il y a 3 millions de pages sur le site du département de justice américaine.
Ce qui m'intéresse dans toute cette affaire-là, c'est votre réaction par rapport aux rumeurs comme quoi Epstein était un espion russe. Mais bien sûr, qu'il était un espion russe. Vous savez que la Russie contrôle tout avec ses espions. Et dans chaque micro-ondes, dans les domiciles des Français, il y a un espion russe. Il y a un truc qui envoie des messages directement à M. Poutine au Kremlin. Ça, c'est clair. Et les Russes ont battu tout ce truc. Euh, Ils ont acheté l'île d'Epstein, ils ont organisé tous ces soi-disant, je sais pas, malheureusement un mot m'échappe en français, mais des soirées intéressantes avec les enfants et tout ça. Ça, c'est les Russes qui ont organisé ça, ça c'est clair. Parce que qui encore pourrait faire ça? C'est les pires, les Russes. C'est pour tenir les élites américaines entre ses mains qu'ils ont organisé. Donc, vous savez, quand j'ai dit que la Russie est le plus grand pays de l'Europe et qu'il maintient les traditions normaux en Europe, c'est que chez nous, c'est tellement impossible que ça nous intéresse pas même trop. Ça doit intéresser les élites américaines, ça doit intéresser ceux qui nous donnaient des leçons du moral aux États-Unis et en Europe, comment il faut faire. Et donc, le matin, ils donnent des leçons de morale. Le soir, ils sont sur l'île d'Epstein. Ça, c'est clair pour nous, cet lien très concret. Et c'est encore une preuve de l'hypocrisie totale dans la société américaine et malheureusement dans la société de l'Europe de l'Est. Avant de terminer, on va parler un petit peu de la Russie. La Russie, son économie, j'ai regardé juste avant notre interview différents experts en économie. Bon, il faut aussi dire experts. Les experts occidentaux tous crient, voilà, la récession, l'économie va mal. Bon, après il y a les autres avis qui sont beaucoup plus neutres. Certes, l'économie mondiale va mal, si on va dire ainsi. Comment va la Russie en 2026? Mais vous savez, au niveau de consommation quotidienne, il n'y a pas de changement, ni 26, ni avant la guerre, je ne sais pas, 21, c'est à peu près la même chose. Mais c'est vrai, il faut dire que aujourd'hui, on a 35 700 700 sanctions illégales contre la Russie, contre l'économie russe, contre les banques russes. Donc, il y a ce problème qui ne peut pas, on ne peut pas ignorer. Donc, pour notre économie, c'est pas facile. Mais on trouve toujours les autres partenaires. C'est ce qu'on peut dire, c'est que les Européens ne vont jamais revenir sur leur place d'avant-guerre, ceux qui ont parti de la Russie, parce que leur place sera déjà occupée par les Chinois, par les Arabes, par les autres pays, par les Indiens, etc. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Et pour nous, il y a rien de tragique. Si c'est la question, si les sanctions occidentales ont succès, non. Malheureusement, je peux dire non. Non, il y a pas le succès. Les Russes sont pas sortis dans les rues, ils n'ont pas faim. Il y a tout dans des magasins, etc. Il y a des problèmes économiques. Oui, il y a des problèmes économiques parce que ça fait 4 ans qu'on mène une guerre avec l'OTAN qui fournit l'armement en Ukraine. On va continuer. Et si la question, si on a encore la possibilité de mener la guerre, oui, on a encore la possibilité de mener la guerre malgré tous les chiffres des économistes et analystes de Commission européenne, on a encore pour 5 ans, 10 ans, vous inquiétez. J'espère quand même que cette guerre va pas durer autant. Vous dites que on est le pays On verra prêt. bien. On verra bien. Vous avez parlé Ça de... dépend, ça dépend si les Ukrainiens et les Européens, quand ils vont reconnaître qu'ils ont perdu, au plus vite. Plus vite ils reconnaissent, plus vite ça serait fini.
Dans ce contexte de tension très très importante et sans précédent en fait dans l'histoire contemporaine, je parle de l'histoire contemporaine, il y a 10 jours, le conseiller français Monsieur Bon s'est rendu à Moscou, le conseiller diplomatique. Emmanuel Macron, c'est vrai, il a évoqué à plusieurs reprises la possibilité de dialogue avec la Russie. C'est vrai que bon, une semaine on dit une chose, la semaine suivante c'est une autre chose, mais quand même, cette dernière semaine, ce mot dialogue a été prononcé à plusieurs reprises. C'est ma question que je vous pose chaque fois, à chaque fois qu'on se voit. Est-ce que vous pensez à la reprise de ce dialogue avec le gouvernement actuel français? Est-ce que vous avez entendu parler? Est-ce que vous avez quelques nouvelles de cette rencontre qui a lieu au ministère des Affaires étrangères russe avec le conseiller français? Le dialogue est bien sûr, il est possible quand on arrête l'aide en Ukraine, quand on change la rhétorique russophobe, quand on enlève les 20 paquets des sanctions illégales contre la Russie et quand l'Europe, ou M. Macron, ou M. Merz, ou tous ensemble, présentent leurs excuses. Et à partir de ce moment-là, on pourrait parler de dialogue. Tous les autres négociations, genre arrivé celui, il a visité dans les couloirs, c'est pas le dialogue. C'est des études de la possibilité d'avoir tel ou tel dialogue. Mais pour parler avec la Russie, d'abord, il faut revenir à point zéro. Donc, revenez à 2022, reconnaissez que la position européenne était fausse, et à partir de ce moment-là, enlever les sanctions et on aura le dialogue. Mais on ne peut pas avoir le dialogue quand on mène la guerre contre la Russie. La France, aujourd'hui, malheureusement, participe dans la guerre contre la Russie. Quand vous menez la guerre, vous pouvez envoyer quelconque à notre capitale, mais le dialogue n'est pas possible pour l'instant. Merci Piotr Tolstoï pour notre dialogue franco-russe. J'espère. Non, notre dialogue, on le maintient. Et merci pour vos auditeurs et pour tous les Français qui comprennent que la vérité est là et pas dans des discours officiels. Merci beaucoup Piotr Tolstoï. J'espère à bientôt à Moscou. Merci, à bientôt Rina. Au revoir. Au revoir.